Les matins de France Culture, Guillaume Erner. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au vendredi 20 janvier, chefs d'État, PDG, grandes institutions se réunissent à Davos, en Suisse, pour la 53e édition du Forum économique mondial, une édition particulière qui se tient, selon le président du Forum, Borge Brend, dans le contexte géopolitique et géoéconomique le plus complexe depuis des décennies. Alors il y a la guerre en Ukraine, bien sûr, l'inflation, le changement climatique, la progressive fragmentation de l'économie mondiale, beaucoup de menaces, dont certaines sont inédites. Tout cela fragilise bien sûr les équilibres commerciaux, les marchés financiers. Quelles réponses peuvent alors apporter les mondes économiques et politiques de plus en plus soumis à des exigences de meilleure répartition de richesses et de justice sociale? Bonjour Mathilde Dupré. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes co-directrice de l'Institut Veblen, un think tank français qui œuvre pour une économie socialement plus juste et un mode de développement plus soutenable. J'ai le Financial Times sous les yeux, bien entendu. Celui-ci consacre sa une au début donc, du forum de Davos avec, dit-il, de plus en plus de menaces de récession. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi pourrait-on s'attendre ? Alors en effet, on se trouve aujourd'hui dans une situation de polycrise mondiale. Vous l'avez souligné, le contexte est complexe avec à la fois une pandémie persistante, notamment en Chine, la guerre en Ukraine et puis un changement climatique qui ne ralentit pas. Et tout ça a des effets cumulés. On a vu des effets très forts sur les chaînes de valeur mondiales qui ont été mises à rude épreuve, une crise énergétique, une crise sur l'alimentation aussi, et tout ça nourrit une inflation. Il y a quelques mois, la Banque des règlements internationaux parlait de menaces de tempête parfaite dans un rapport qu'elle avait remis au G20 à l'été 2022, avec 3 facteurs explosifs pour la stabilité financière internationale, à la fois une inflation galopante, le durcissement de la politique monétaire de la part des banques centrales qui ont commencé à remonter les taux d'intérêt et des niveaux très élevés de dette publique et de dette privée et aussi de prix de l'immobilier qui peuvent faire craindre des crises importantes dans de nombreux pays, pas seulement des pays en développement, en plus dans les pays avancés aussi. Mais alors, justement, parce que vous, les économistes, vous employez beaucoup le mot crise, alors il y a aussi dépression, récession, et donc c'est un mot un peu fourre-tout, et donc à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'il y a le risque principal de l'inflation, ça on le voit d'ores et déjà, d'augmentation du chômage, bref, lorsque vous semblez, pas seulement vous, Mathilde Dupré, inquiet pour ces mois qui viennent, cette inquiétude, elle porte sur quoi ? Alors aujourd'hui, effectivement, la crise, et c'est bien ce que souligne le rapport sur les risques de Davos, elle conjugue différents risques, à la fois des risques anciens, avec une inflation, une guerre commerciale, un risque de fuite des capitaux des pays émergents et qui pourrait nourrir une contestation sociale de plus en plus forte parce qu'effectivement, selon les réponses qui peuvent être apportées par les États, par les banques centrales, on peut avoir une politique de lutte contre l'inflation qui peut générer un ralentissement de l'économie et une hausse du chômage. Mais c'est vrai que nous dit le rapport de Davos, tout ça se conjugue avec des nouveaux risques, donc un niveau de dette insoutenable et donc un tableau général avec une faible croissance, un faible niveau d'investissement, une relative démondialisation. Et finalement, tout ça aboutit à un déclin ou un plafond sur le développement humain qui peut alimenter des ressentiments et des confrontations sociales de plus en plus fortes. Il souligne bien le fait qu'aujourd'hui, on est face à une réduction de la mobilité sociale et que tout ça peut générer des tensions et une polarisation aussi au niveau politique. Donc c'est vraiment un tableau assez noir que dresse aujourd'hui le rapport sur les risques du Forum mondial. Alors, on commence peut-être par le commencement, c'est-à-dire l'inflation qui est aujourd'hui pointée du doigt par tout le monde. Inflation donc à la fois en France, en Europe et puis dans le monde. Il y a eu là aussi beaucoup de discours. C'est compliqué d'y voir clair, Mathilde Dupré, parce que
cette inflation, elle est là, on s'en rend compte tous les jours en faisant ses courses. Il y a eu donc des prévisions qui disaient que finalement, eh bien, celle-ci allait s'atténuer. Et puis maintenant, on semble revenir sur cette prévision optimiste. Bref, qu'est-ce qu'il faut penser à ce sujet ? Ce qui est compliqué, c'est que les causes de l'inflation sont multiples. Elle a démarré en fait avec l'extraordinaire reprise de l'activité économique après le grand confinement et la pandémie mondiale. Donc on avait déjà des tensions sur les prix alimentaires et énergétiques à la fin de l'année 2021, début de l'année 2022. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine a accru les bouleversements. Donc elle est aujourd'hui nourrie par plusieurs causes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une réaction des banques centrales qui ont été une réaction qui a été quand même moins brutale que ce qu'on avait vu par le passé, parce qu'il y a des vrais choix à faire en fait pour savoir qui paye cette inflation. C'est-à-dire que si les banques centrales réagissent trop fortement, elles risquent de ralentir l'économie, de faire augmenter le chômage. En même temps, aujourd'hui, l'inflation, elle frappe les plus pauvres, puisque ce sont les plus pauvres qui dépensent la plus grande partie de leurs revenus et qui donc sont touchés en premier. Et on voit que les capacités d'intervention des États sont très différentes. Il y a des États comme la France qui ont mis en place des mesures budgétaires absolument colossales avec ce bouclier tarifaire sur l'énergie qui finalement ont eu un effet aussi de contenir l'inflation dans le niveau d'inflation perçu par les ménages, mais qui peuvent générer d'autres difficultés à plus long terme, à la fois sur le niveau d'endettement et sur la capacité des États ensuite à affronter les prochaines crises. L'autre question qui se pose, alors elle se pose notamment au forum de Davos, depuis la crise du Covid, Mathilde Dupré, il y a eu beaucoup d'évolutions sur la mondialisation, ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait donc revenir sur la mondialisation dans un certain nombre de secteurs ? Je pense que c'est le plus évident au secteur des médicaments. Est-ce qu'il fallait donc retrouver de la souveraineté ? On s'est rendu compte aussi que ça n'était pas aussi facile que ça, la mondialisation. C'est-à-dire que si l'on dépendait, y compris pour des produits divers et variés, de ces usines lointaines, eh bien, c'était courir le risque d'avoir des ruptures d'approvisionnement. Bref, est-ce que vous voyez aujourd'hui ce mouvement de la mondialisation opérer un retour en arrière ? Je pense que le monde a fait la découverte un peu brutale de sa vulnérabilité et du manque de résilience de l'organisation de l'économie internationale au moment de la pandémie, effectivement, avec ces grands bouleversements et ces très fortes tensions sur les chaînes de valeur internationales. Et effectivement, on a un peu changé de discours sur la façon dont il faut organiser les choses. Le président Emmanuel Macron avait lui-même eu des mots très forts en disant qu'il fallait récupérer de la souveraineté et que c'était une folie que de confier notre santé, notre alimentation à d'autres. Finalement, les inflexions réelles en termes de politique économique restent encore assez faibles. En Europe, on a parlé d'une nouvelle politique commerciale pour une ouverture stratégique et des nouveaux outils de défense commerciale, des nouveaux outils pour pouvoir reprendre le contrôle sur certains secteurs, mais qui restent finalement très limités. En gros, on a rajouté la santé au secteur stratégique qui était historiquement notamment la défense et la sécurité. Sur l'alimentation, on n'a pas véritablement changé la façon dont on imagine l'organisation internationale des activités et on continue à aller plutôt dans le sens d'une plus grande libéralisation avec des accords de libre-échange qui sont négociés par l'Union européenne. Donc finalement, on a des ruptures dans le discours, mais encore assez peu dans la façon dont les choses s'organisent. Et ce que je voulais souligner, c'est que ces critiques sur la mondialisation, elles sont finalement assez anciennes, puisque déjà en 2014, le président du forum de Davos constater que la gestion des conséquences de la mondialisation était un échec collectif et avouer même que le message des militants anti-mondialisation de la fin du siècle dernier était juste.
En 2017, il parlait à nouveau de 5 défis à relever, dont celui de réformer le capitalisme et de restaurer la cohérence entre le monde des affaires et le reste de la société. Donc ça fait longtemps que même à Davos, il y a des appels à moraliser l'économie, à changer un peu les règles du jeu, et que finalement, peu de choses concrètes en découlent. Mais ce sont uniquement des propos, des discours, ou bien c'est tout simplement le fait que les économies sont aujourd'hui tellement imbriquées les unes dans les autres que ce mouvement est en réalité impossible à atteindre? Alors déjà, Davos, c'est simplement une grand-messe internationale de leaders économiques et politiques. Donc ce sont des conférences et des rencontres entre ces gens. Donc il n'y a pas de décisions formelles qui sont adoptées. Ce n'est pas une réunion de chefs d'État, par exemple. Donc il n'y a pas vraiment de mise en œuvre concrète de ce qui peut être discuté à Davos. Et après, au niveau international, on voit quand même une tendance à l'érosion du multilatéralisme, une fragmentation aujourd'hui croissante de l'économie mondiale, avec des tensions très fortes commerciales et technologiques entre la Chine et les États-Unis depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que le changement d'administration aux États-Unis n'a pas véritablement changé l'approche du pays, et que les sanctions et les différentes mesures qui ont été mises en place restent en vigueur. Évidemment, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a aussi généré un flot de sanctions contre la Russie qui ont aussi des impacts assez marqués sur l'économie internationale. Mais on voit une intervention de plus en plus forte des États de façon unilatérale, et notamment on a beaucoup parlé de l'intervention des États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, avec un énorme plan de dépenses de près de 360 milliards pour essayer de relancer l'économie américaine, favoriser l'industrie verte avec du contenu local, c'est-à-dire uniquement pour les entreprises qui fabriquent sur le territoire des États-Unis. Donc tout ça, effectivement, participe à une fragmentation de l'économie internationale. Donc alors ça, Mathilde Dupré, c'est pour donc la partie donc de l'économie, la partie des économies les plus riches. Si au contraire, on voulait évoquer les risques pour les économies pauvres, pour les pays pauvres, notamment avec donc la question de l'inflation, avec la question de la dette aussi, qui devient de plus en plus accrue avec la remontée des taux d'intérêt. On a une situation qui est en effet explosive et dont on ne parle certainement pas assez, parce que on l'a vu déjà, leurs économies ont été mises sous très forte tension au moment de la crise du Covid. On a eu la plus grande fuite de capitaux jamais enregistrée dans les pays en développement. Et les solutions qui ont été à ce moment-là envisagées sur la dette n'ont été que provisoires, c'est-à-dire qu'on a eu un report, un moratoire sur le paiement de la dette d'une année et demie, et encore que sur les dettes publiques. Et donc là, on voit qu'on a des pressions qui s'accumulent, avec une inflation qui est très forte, effectivement, notamment dans les grands pays émergents. On peut penser au Brésil, mais aussi à des pays comme la Turquie, en Inde, en Chine. Pourquoi d'ailleurs, justement, cette inflation est-elle plus grande encore? Vous prenez l'exemple de la Turquie où l'inflation est extraordinairement élevée, avec une difficulté donc de lutte contre cette inflation. Le pouvoir n'arrive pas du tout à la juguler. Pourquoi dans ces pays-là, l'inflation est-elle encore plus élevée que dans nos contrées, Mathilde Dupré? Mais parce que c'est en particulier encore plus difficile pour les banques centrales d'intervenir et d'essayer de mobiliser les outils de la politique monétaire pour contenir cette inflation, parce qu'aujourd'hui, ce sont des pays qui sont plus dépendants du dollar et des devises internationales pour s'endetter, et la confiance dans leur monnaie de la part des investisseurs internationaux est moins forte que dans les principales économies mondiales. Donc ils ont un éventail d'outils pour lutter contre ce genre de situation qui est bien moins large que dans les pays riches. Je parlais donc de la question des dettes des États, donc ce qu'on appelle les dettes souveraines. Il y a un risque que certains pays fassent
donc des défauts, donc qu'ils ne parviennent pas à régler leurs dettes, comme on dit. Il y a même un article à la une de l'Opinion, alors là c'est beaucoup plus marginal, mais qui se pose la question de savoir si les États-Unis pourraient faire défaut, autrement dit pourraient être dans une situation où ils ne seraient plus capables de payer leurs dettes. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce risque-là, qui est un risque supplémentaire par rapport à ceux qu'on évoquait il y a quelques minutes ? Effectivement, la crise de la dette a été un élément très fort qui a beaucoup pesé sur les économies dans les pays en développement après les crises dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, on nous dit que les pays développés pourraient également être face à des situations de défaut de paiement dans des cas extrêmes. Et on a aussi beaucoup parlé du Royaume-Uni, qui aujourd'hui a des marges de manœuvre bien moindres après le Brexit et la situation économique qui en découle. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait se passer pour le Royaume-Uni ? Alors pour l'instant, ils parviennent à faire face et à essayer de rassurer les investisseurs internationaux, mais effectivement, on voit que de ce point de vue, la sortie de l'Union européenne les a beaucoup fragilisés. Et le risque d'un défaut sur la dette américaine, bon ça c'est une hypothèse d'économie fiction, mais est-ce que ça signifie que le niveau d'endettement du pays, des ménages et des entreprises américaines devient aujourd'hui particulièrement préoccupant ? Ce qui est préoccupant, c'est qu'on a un niveau d'endettement qui est à la fois fort sur l'endettement public, mais aussi sur l'endettement privé, et que tout ça peut être explosif avec des conséquences en chaîne si les bulles explosent les unes après les autres. Avec donc des conséquences effectivement qui, selon vous, pourraient être redoutables. On se retrouve dans quelques instants, Mathilde Dupré, pour évoquer l'économie mondiale alors que s'ouvre le forum de Davos. Je rappelle que vous êtes économiste à l'Institut Veblen, un think tank français qui œuvre pour une économie socialement plus juste. Vous serez rejoint par Pascal de Saint-Amand, qui est directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. On verra avec lui, par exemple, la question donc des paradis fiscaux, alors qu'aujourd'hui se pose la question de taxer les super profits. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Oui, quand je disais partir à Davos, c'est partir au sens figuré, puisque je vois le visage de Pascal Saint-Amand, que je salue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. À côté de vous, Mathilde Dupré, vous êtes économiste à l'Institut Veblen, qui est un institut d'économie qui, disons, milite pour une économie socialement plus juste. Pascal Saint-Amand, si vous deviez nous dire dans quelle atmosphère s'ouvre ce 53e forum de Davos, dans quelle mesure aujourd'hui les grandes entreprises sont soumises à une fiscalité sinon plus forte, du moins peut-être plus rigoureuse qu'auparavant, la question donc des super profits qui paraissaient jadis être, comment dirais-je, une illusion, une forme d'utopie, aujourd'hui peut devenir plus concrète. Bref, il y a eu toute une série d'évolutions sur la fiscalité à laquelle sont soumises les grandes entreprises. Alors effectivement, bonjour, Davos commence d'abord dans une atmosphère générale qui n'est pas très gaie. Le monde se fractionne. Davos était un peu l'incarnation de la globalisation, l'incarnation du multilatéralisme, et tout ça est en crise. Donc on va voir après quelques années de Covid comment la reprise se fait. Et on a en particulier au sein du bloc occidental une fragmentation qui s'opère entre les États-Unis et les Européens, notamment du fait de la législation américaine sur la réduction de l'inflation, qui est une subvention massive pour transformer l'économie américaine, y compris fiscale, avec des crédits d'impôt, et des subventions massives qui risquent de réindustrialiser les États-Unis aux dépens de l'Europe. Donc ça, c'est le paysage global. Dans ce paysage-là, il y a quelques changements qui interviennent, qui sont plutôt positifs. C'est les travaux qu'on a fait à l'OCDE et qui ont abouti l'an dernier à un accord sur la mise en place d'un filet de sécurité à 15% effectif minimum
pour les entreprises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les multinationales qui avaient pris l'habitude de faire de la planification fiscale très agressive et de réduire leur fardeau fiscal à 2-3% vont devoir payer au moins 15%. On a vu aussi qu'il y a des taxes... Quand cela, Pascal Saint-Pain? Alors ça commence effectivement le 1er janvier 2024, donc c'est littéralement demain. L'Union européenne a adopté une directive à la fin de l'année qui prévoit que l'impôt minimum commencera le 1er janvier 2024. Et vous avez aussi le Japon, vous avez le Canada, vous avez l'ensemble des pays du G7, même le Royaume-Uni qui vont dans cette direction. Mais alors pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, ou plus exactement le 1er janvier 2024, une multinationale ne pourra plus avoir un taux d'imposition inférieur à 15%, y compris si elle loge une partie de ses filiales dans un paradis fiscal, y compris si elle utilise des systèmes donc de licences, de royalties sur les brevets. Bref, on ne va pas les détailler, mais toutes sortes de manœuvres qui sont habituellement utilisées dans le domaine de l'optimisation fiscale. La réponse est oui, c'est-à-dire quelle que soit la façon dont une entreprise s'organise pour essayer de mettre le plus d'argent possible au Luxembourg, en Irlande, voire aux Bermudes, eh bien, si ces opérations aboutissent à ce que dans un pays, le taux d'imposition effectif, c'est-à-dire qu'on va prendre l'impôt payé et le vrai profit réalisé, celui qu'on déclare au marché financier, on ne peut pas tricher là-dessus, eh bien si c'est en dessous de 15%, un pays prendra la différence. Alors, il y a des questions de savoir quel est ce pays-là. A priori, c'est l'Europe, puisque c'est l'Europe qui a tiré la première. Et donc l'Europe, les pays européens, prendront 15% Vous voulez dire que minimum. l'Europe va lever des impôts ou ça sera un pays européen? Ça sera un pays européen, un des 27 pays européens qui prendra cet impôt, ou le Royaume-Uni, ou le Japon, ou le Canada, ou quelques autres. Je continue à vous embêter, y compris lorsque l'entreprise fait du quasi-légal. Alors j'entends bien que le mot quasi... C'est précisément le changement de logique complet. C'est-à-dire ce qui s'est passé pendant près de 30 ans, les entreprises légalement réduisaient leur charge fiscale à presque zéro sur les opérations qu'elles faisaient en dehors de leur pays de siège. Donc les entreprises américaines en Europe ramenaient leur fiscalité à 2-3%. On a entendu parler du double sandwich irlandais en passant par les Pays-Bas. Enfin, vous aviez plein de techniques légales qui permettaient de réduire la facture fiscale à près de 0%. Et bien maintenant, que ce soit légal, pas légal, peu importe, il y a un filet de sécurité, tout le monde s'est mis d'accord, ça sera au moins 15%. Y compris d'ailleurs en justifiant parfois, enfin, juste pour donner un exemple typique, quand on considérait par exemple qu'une entreprise devait payer une licence de marque, parce que pour utiliser une marque, il faut généralement payer un pourcentage de son chiffre d'affaires, et que malheureusement, cette marque était logée dans Irlande. Donc, elle était logée en Irlande qui avait une fiscalité et faible. elle était logée en Irlande dans une structure hybride qui était irlandaise pour les Européens, mais qui était aux Bermudes pour les Américains, ce qui fait que c'était taxé nulle part. Voilà. Ces choses-là arrivent, alors ça, on ne pourra plus le faire. Ah, on peut le faire, mais peu importe qu'on le fasse ou pas, un pays prendra 15% si cette opération aboutit à ce que la fiscalité soit inférieure à 15%. Donc là, c'est un changement assez fondamental qui est intervenu. Mathilde Dubré. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un accord absolument historique qui a été trouvé en 2021 sur ce sujet. Un point de préoccupation qui persiste néanmoins, c'est quel pays prendra la part supplémentaire. Et c'est vrai qu'un des grands enjeux en matière de révision des règles fiscales internationales, et la raison pour laquelle pas mal d'ONG s'étaient mobilisées sur cette grande question il y a plus de 10 ans déjà, presque 15, c'est que les pays en développement perdent beaucoup à ce jeu de l'évitement de l'impôt par les multinationales. Et aujourd'hui, l'accord qui a été trouvé risque de permettre aux pays les plus riches, pays sièges des multinationales, de prendre la plus grande part de ces recettes supplémentaires. Et donc c'est là où des discussions vont certainement devoir continuer. Par exemple, dans la matière. Mathilde Dupré, quel type de discussion, qu'est-ce que cela pourrait donner ? C'est-à-dire qu'il y a eu 2 volets dans l'accord qui a été trouvé. Un volet sur ce taux minimum d'imposition effectif et un volet sur la façon dont on répartit l'assiette fiscale en regardant les bénéfices qui sont faits par une multinationale à l'échelle internationale. Et là, on a eu une vraie percée sur la façon dont on prend le problème. Mais ça reste des règles qui vont s'appliquer à un tout petit nombre d'entreprises multinationales, pas les entreprises extractives, pas
pas les entreprises financières et sur une toute petite partie de leurs profits. Et dans ce domaine-là, il y aurait vraiment matière à essayer d'aller encore plus loin. Et on voit des pays en développement qui d'ailleurs poussent fortement, qui ont d'ailleurs aussi fait adopter une résolution à l'ONU à la fin de l'année dernière pour demander est-ce qu'une partie de ces discussions sur la fiscalité mondiale intègre le corps onusien et ne reste plus seulement logé à l'OCDE. Pascal Saint-Amand. Alors, deux éléments. Effectivement, donc on met en place un filet de sécurité mondial qui rapportera de l'ordre de entre 200 et 250 milliards d'euros par an à l'ensemble des pays du monde. Ça, c'est l'impôt minimum mondial. Et alors, les ONG, effectivement, ont dit au début que mais ça ne profite pas aux pays en voie de développement, c'est les pays riches qui vont prendre. C'est pas vrai, en réalité. Même Joe Stiglitz reconnaît maintenant que les pays en voie de développement, en fait, peuvent avoir la première part de l'impôt parce que les pays en voie de développement, pour attirer les investissements, ont mis en place des exonérations fiscales massives. Ils perdent des points de PIB. C'est des exonérations qui ne leur rapportent pas plus d'investissements, qui leur font perdre de l'impôt. Et les pays en voie de développement vont pouvoir mettre fin aux exonérations fiscales. Et donc, ils vont pouvoir ramasser beaucoup d'impôts. Sur des activités manufacturières, par exemple ? Sur des activités manufacturières, sur les mines, par exemple, sur de très nombreuses activités. Les multinationales vont au Sénégal et disent, si vous ne me faites pas une exonération, je vais en Côte d'Ivoire. Et donc les deux pays sont mis sous pression et aboutissent à des exonérations. Tout ça va prendre fin et donc les pays en voie de développement en fait vont pouvoir en prendre. Effectivement, vous avez raison Mathilde, il y a un deuxième volet qui consiste à dire ok, on met en place un impôt minimum mondial, donc on va tous taxer, mais comment on se répartit les profits ? Aujourd'hui, les profits ils ont tendance à être dans des paradis fiscaux ou dans des pays qui sont très accueillants fiscalement. Donc on va mettre sa propriété intellectuelle en Irlande, au Luxembourg, en Suisse ou à Singapour. Et pour mettre fin à ça, il y a eu un accord, et l'accord consiste à dire on va remettre une partie de la rente des plus grandes entreprises, des super profits des plus grandes entreprises, là où il y a les consommateurs. Pour Google, c'est là où on clique, là où on génère de la publicité. Mais pour Louis Vuitton, c'est là où on achète le sac à main. Et donc, c'est ça l'accord. Et c'est vrai que les pays en voie de développement disent, on n'en a pas assez pour nous. L'accord s'est trouvé. Maintenant, il faut le transformer en convention multilatérale. Et quant à savoir si c'est à l'OCDE ou à l'ONU, l'OCDE, j'y suis plus. Donc, j'ai plus d'intérêt à défendre l'OCDE nécessairement. Mais contrairement à ce qu'on dit, c'est pas juste les pays riches. On avait mis en place des mécanismes où il y avait plus de 140 pays sur un pied d'égalité. Donc voilà, que ça se passe à l'OCDE ou à l'ONU, il faut juste que ça se passe. Et c'est ça le plus important. Et je crains que l'ONU soit un endroit où il y a plus de discussions que de résultats. Toujours si on prend le menu de l'ouverture donc, de ce forum de Davos, Mathilde Dupré, il y a une question qui est posée par le désordre climatique. Aujourd'hui, cette question est posée aux entreprises. Avec quelles conséquences selon vous ? Mais aujourd'hui, quand on regarde le rapport sur les risques qui est publié par le Forum de Davos, on voit un grand paradoxe, c'est-à-dire que dans le rapport à 2 ans, la question du coût de la vie, la question des confrontations géopolitiques arrive très haut dans les préoccupations. Et quand on regarde le bilan sur les 10 prochaines années, on voit que les questions climatiques, de risque d'échec de lutte contre le changement climatique, de risque d'échec de politique d'adaptation et tous les événements extrêmes auxquels vont être confrontés l'ensemble des pays à l'échelle internationale arrivent en tête. Et donc on a un vrai paradoxe avec un risque finalement de détournement de l'attention à cause des premières urgences sur l'inflation et sur les conflits géopolitiques, de ne pas traiter suffisamment la question climatique. Et on le voit d'ailleurs, en 2021, on a eu une multiplication par 2 des subventions aux énergies fossiles, nous dit l'OCDE, et avec le risque que ce soit en plus des chiffres encore en hausse, et des décisions qui tardent à s'accélérer. On l'a vu encore à la COP27 il y a quelques semaines. Et oui, alors la fiscalité écologique, Pascal Saint-Amand, à l'échelle internationale, où en est-elle ? Elle ne se porte pas très bien. Elle ne se porte pas très bien parce que sur l'ensemble des pays du monde, 90% des émissions de carbone, il y en a un peu moins de la moitié qui sont... il y a à peine un peu plus de la moitié qui sont taxés ou qui ont un prix. Et quand on regarde ce prix, il est à 4 € la tonne. Il devrait être à 100 € la tonne.
Et donc, même en prenant les axes, c'est-à-dire les taxes sur l'essence dans les différents pays, on n'a pas de fiscalité du carbone. Pourquoi 100 € la tonne ? Parce que c'est ce que les économistes disent être le prix pour faciliter la transition énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est-à-dire 100 € ça fait mal 100 €, ben, c'est le coût réel de l'émission du carbone sur l'environnement. Et donc, si on price ça, si on met un prix là-dessus, ben, les investisseurs vont se dire il vaut mieux investir dans du vert plutôt que de continuer à émettre de l'énergie fossile. Et donc, ça fait faire la transition énergétique. Et est-ce que ça provoque des revenus substantiels ou c'est uniquement pour Alors, freiner... c'est pas pour collecter des revenus supplémentaires, c'est juste pour réorienter les investissements, pour éviter qu'il y ait une distorsion de prix en réalité. Et donc on voit qu'il n'y a pas ce prix. Il n'y a pas ce prix pour des raisons évidentes. Quand on essaye de mettre le prix, on a les gilets jaunes en France, mais on a des révolutions en Bolivie, en Équateur ou ailleurs. Alors, Donc lorsque vous taxez le carburant pour les consommateurs, mais lorsque vous faites des mesures dirigées vers les entreprises, vous avez d'autres phénomènes, mais vous n'avez pas de gilet jaune. Alors absolument, et c'est pour ça que c'est un sujet qui est un peu compliqué. L'Union européenne vient de bouger encore en mettant en place un mécanisme avec une taxe à la frontière sur les importations pour limiter le fait que les industries européennes se délocalisent dans les pays en voie de développement. Donc il y a des progrès très importants qui ont été faits. Néanmoins, on doit aller plus loin dans la tarification du carbone, soit par des mécanismes de marché, soit par des impôts. Le monde en est encore très loin et c'est un sujet global. Le changement climatique, c'est pas l'Europe toute seule qui va y arriver. Elle peut être leader, c'est un sujet global et avec la fragmentation du monde, on est mal barré et avec les États-Unis qui tirent dans leur coin en mettant des milliers de milliards de dollars sur la table pour faciliter cette transition énergétique, mais au coût de la réindustrialisation des États-Unis au coût de la désindustrialisation européenne, on a un vrai sujet de manque de coopération mondiale. Mathilde Dupré. Effectivement, on le voit, on avance doucement. Il aura fallu attendre la déclaration de la COP26 pour que les fossiles soient nommés dans la déclaration. Et donc, on pourrait même s'étonner de se dire qu'on a eu autant de réunions internationales et de sommets sans nommer cette première cause du réchauffement climatique. On a aussi un enjeu majeur qui est d'aligner les flux financiers internationaux avec nos objectifs climatiques. C'est normalement, ça figure noir sur blanc dans l'accord de Paris, mais on a beaucoup de mal à suivre cet engagement-là. Et je le disais, il y a des subventions fossiles qui sont très fortes. On protège aussi encore les investissements fossiles. On a des accords de protection des investissements, plusieurs milliers qui existent entre les différents pays du monde et qui continuent de protéger ces investissements et de permettre, par exemple, aux investisseurs d'attaquer les États quand ils prennent des mesures climatiques. Donc cette année, on a eu pour la première fois des annonces très fortes de retrait d'un traité du genre, le traité sur la charte de l'énergie. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que déjà l'Union européenne sorte en tant que telle de cet accord et pour qu'on transforme tout le stock de traités de protection des investissements. Donc on voit qu'on a énormément de réformes économiques à mener à l'échelle internationale sur ces sujets. Et malheureusement, les dynamiques de coopération et de discussion multilatérales sont particulièrement difficiles. Et la taxation des super-profits, Pascal Saint-Amand ? Ça fait partie, enfin, je pense qu'on peut dire, des plutôt bonnes nouvelles. C'est-à-dire que, période de crise, on voit que les gouvernements sont capables de réagir. Ils l'avaient fait avec la crise de 2008 en mettant fin au secret bancaire, en s'attaquant au sujet. Ensuite, en s'attaquant au sujet des multinationales. Et là, avec la crise énergétique, du fait de la guerre en Ukraine, ils ont décidé de taxer les super-profits dans le secteur énergétique. Donc, c'est plutôt un bon réflexe. C'est quoi un super-profit ? C'est une bonne question et c'est une difficulté technique pour les États. C'est quoi le point de référence ? Super profit, c'est on prend les moyennes des 5 dernières années, et puis si on voit que les profits sont beaucoup plus élevés que cette moyenne, on se dit c'est dû à des raisons extraordinaires qui sont la guerre, et on va pouvoir en prendre une partie parce que c'est une rente. Alors les économistes disent on peut taxer les rentes, ça n'a pas d'impact sur les investissements. Alors si on prend plus que la rente, en fait, on peut conduire à ce que les entreprises fassent moins d'investissements en se disant la rentabilité est plus faible parce qu'on doit prendre de l'impôt. C'est ça les problématiques de la mise en place de taxes sur les super-profits. Je pense que l'Europe a montré là qu'elle pouvait bouger rapidement en matière fiscale, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Mathilde Dupré. Mais il y a d'autres types d'outils fiscaux qu'on pourrait mobiliser. L'année dernière, à l'occasion du sommet de Davos, il y avait une centaine de millionnaires qui avaient publié un appel en disant en quelque sorte « taxez-nous ». On a vu qu'avec la pandémie mondiale, il y a eu des écarts à la hausse dans les inégalités, à la fois en termes de revenus, mais surtout en termes de patrimoine, et qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un impôt progressif sur le patrimoine à l'échelle mondiale. Le World Inequality Lab nous dit que ça pourrait rapporter par exemple 1,6% de la richesse produite chaque année à l'échelle mondiale, et ça serait des recettes fiscales supplémentaires absolument cruciales pour pouvoir investir dans la transition énergétique, dans la transition écologique, et pouvoir aussi mieux lutter contre les inégalités. Est-ce que ça veut dire, Pascal Saint-Amand, qu'aujourd'hui, eh bien, ces gens qui se réunissent à Davos, ces grands industriels, ces patrons, ces chefs d'État aussi, qui ne sont pas tous nécessairement très à gauche, il n'y a pas que des gauchistes à Davos. Il n'y en a pas beaucoup même, je veux dire. Oui. Voilà, on peut le dire. Est-ce que ces gens-là, finalement, ont réussi à intégrer la question donc de la taxation des superprofits, la fin des paradis fiscaux, bref, tous ces sujets qui étaient jadis extrêmement clivants pour une partie, en tout cas, de l'opinion et de ce qu'on appelle les décideurs. Est-ce que ces sujets sont devenus de plus en plus intégrés ? Je crois que oui, peut-être pas assez, mais oui, le temps où on était dans une idéologie libérale pure, où le marché et l'impôt, c'est pas bon parce que ça réduit les investissements, on a tourné la page de ça, d'où ce qu'on a décrit jusqu'à présent, la fin du secret bancaire, l'impôt minimum des entreprises, la taxation sur les superprofits. Si on parle des marchés de l'énergie, le fait qu'il faudrait peut-être sortir de cette idéologie libérale sur la régulation du marché de l'électricité. Donc on voit qu'on a un changement de paradigme. Le problème, c'est qu'il se fait sur un fond géopolitique qui n'est pas très bon, qui est de tensions qui montent et qui sont très fortes. Pour revenir sur l'impôt sur le revenu, un impôt sur le revenu mondial ou une taxation sur le patrimoine mondial, c'est une bonne idée, mais enfin, on en est très très loin. Ce qu'il faudrait commencer par faire, c'est réguler. Aujourd'hui, même la France a des régimes fiscaux très favorables pour attirer les traders qui étaient à Londres et dont on espérait qu'après le Brexit, ils viennent en France. C'est-à-dire ? Quand on est trader londonien, on a la possibilité de venir en France avec des exonérations d'impôts sur les rémunérations les plus importantes. Et l'Italie a fait la même chose, et l'Allemagne fait la même chose. Et donc, on voit qu'on est sur une concurrence fiscale entre les pays, comme on avait à l'impôt sur les sociétés il y a 10 ans. Il faudrait peut-être commencer par ça, dans l'Union européenne, mettre fin à ces exonérations fiscales, et puis pas que dans l'Union européenne, dans le monde. La Suisse a ce qu'on appelle des forfaits fiscaux. Même certains cantons suisses, d'eux-mêmes, y ont mis fin. C'est-à-dire les Suisses sont plus en avance que les Européens là-dessus, et au niveau mondial, il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas des régimes fiscaux faits pour attirer les milliardaires. Et puis ensuite, on doit pouvoir réfléchir à une meilleure fiscalité du capital, des revenus du capital. Aujourd'hui, les dividendes sont taxés à une flat tax, alors que les revenus du travail sont taxés de façon progressive. En France et dans de nombreux pays. Il n'y a pratiquement plus d'impôts sur les successions. Donc il y a toute une réflexion à faire pour réduire les inégalités, pour renforcer le contrat social sur la fiscalité du capital et des revenus du capital. Mathilde Dupré. Mais dans ce domaine, je pense qu'il y a des recommandations assez claires, notamment par exemple sur la taxation sur l'héritage, sur les successions. Il y a plutôt un assez large consensus des économistes pour dire que c'est un formidable outil pour lutter contre les inégalités, et qu'aujourd'hui, on a des systèmes, notamment en France, qui sont complètement mités. Mais c'est difficile de faire bouger les lignes. Je pense qu'il y a une perception de la part des décideurs qu'on ne pourrait rien faire parce que justement on essaye de s'inscrire dans cette compétition internationale. Et là, je pense que les décideurs sous-estiment vraiment les marges de manœuvre et les moyens qu'ils ont, les instruments qu'ils ont entre les mains. Et c'est pour ça que des appels comme celui que je citais à l'instant sont intéressants, parce que ça devrait vraiment servir d'électrochoc aux décideurs. Mais alors, on voit en conclusion, Pascal Saint-Amand, qu'il y a une évolution à cet égard. Il y a une évolution, peut-être que celle-ci aussi s'accélérera avec la guerre en Ukraine, qui donne plus de poids aux États et qui demande à lever plus d'impôts ? Oui et non. Oui, bien sûr. Les guerres, si on regarde la courbe de la fiscalité, à chaque guerre, on voit qu'on a une augmentation des prélèvements fiscaux. Mais la guerre en Ukraine,
elle révèle une fragmentation qui était à l'œuvre depuis de nombreuses années. Et dans les fragmentations du monde, on a une moindre capacité à décider de règles communes. Et si on n'a pas des règles communes, on crée des opportunités. On recrée les opportunités des paradis fiscaux. Donc là, il y a une vraie tension. C'est que vont faire les États-Unis, l'Europe avec la Chine? Pardonnez-moi, je vous coupe. Il y a des blocs avec cette guerre et ces blocs, il y a quand même un bloc majoritaire. La Russie est plus isolée, non? La question, non, bien sûr, la Russie est heureusement isolée, mais la question c'est, est-ce que la fragmentation va plus loin et on a un bloc Chine, Russie et une partie des pays en voie de développement, hein, les pays africains sont tentés d'aller dans ce bloc-là, et donc si on a vraiment une fragmentation avec deux grands blocs, on a un vrai problème de capacité à décider de règles communes. Les succès qu'on a mentionnés, c'est parce qu'on avait le G20 en gouvernance mondiale, 80% de l'économie mondiale, qui décidait ensemble de règles communes. Aujourd'hui, qu'est-ce que le G20 est capable de faire? C'est un test important. L'Inde préside le G20 cette année. Le Brésil de Lula va le présider l'année prochaine. Ensuite, c'est l'Afrique du Sud. Donc, 3 pays non membres de l'OCDE, 3 pays émergents. On va voir quelle va être la capacité du G20 à garder des règles communes. C'est un enjeu très important, à mon avis, pour la gouvernance mondiale. Merci beaucoup. Pascal Saint-Amand, je rappelle que vous êtes ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Merci Mathilde Dupré. Je rappelle que vous êtes co-directrice de l'Institut Veblen.